à tous dans cette deuxième table ronde de l'acte 4 de Méditerranée du futur. Je le rappelle encore une fois, le titre est « Comment résister et mieux coopérer face à la crise sanitaire à laquelle nous faisons tous face et puis surtout dans l'espace méditerranéen qui nous concerne ». Comme nous le savons, tous les pays de la région sont confrontés aujourd'hui à cette même crise sanitaire. Nos invités vont nous permettre d'en savoir un peu plus sur la situation dans leurs pays respectifs, mais aussi sur les perspectives de coopération renforcée entre pays de la Méditerranée. Je vais vous annoncer donc notre pléiade d'invités. Sylvie Briand, la directrice de la préparation aux maladies émergentes, Organisation mondiale de la santé, qui sera avec nous depuis la Suisse. Professeur Giuseppe Ippolito, qui est professeur à l'Institut national Lazzaro Spallanzani pour les maladies infectieuses, qui est avec nous depuis l'Italie. Docteur Maria Beatrice Stasi, directrice générale de l'hôpital Papa Giovanni de Bergame en Italie, et docteur Emmanuel Angelakis, qui est aussi docteur et membre du conseil scientifique de l'Institut Pasteur hellénique en Grèce, et puis le professeur Lias Rahal, qui est directeur général des services de santé au ministère de la Santé et de la Population en Algérie. Merci mesdames, messieurs, merci à vous tous d'être avec nous et merci donc de passer cette heure ensemble où nous avons parlé tout à l'heure des pandémies du passé et nous voulons aujourd'hui parler de ce qui se passe aujourd'hui face à la pandémie du Covid-19. Alors, je commence avec vous, Madame Sylvie Briand. Cette pandémie mondiale, eh bien, elle touche tout le monde, elle touche tous les pays, mais à des degrés différents et de manière différente. Et justement, à ce propos, est-ce qu'on peut se baser aujourd'hui uniquement sur des chiffres, sur des bilans, pour comparer les différentes approches et les différentes situations? Bonjour. Je vous remercie pour cette question. En effet, bon, les chiffres sont les chiffres. Il faut surtout les analyser. Et en cas de pandémie, l'analyse demande vraiment de regarder très attentivement le contexte. Parce que, par exemple, si vous prenez les chiffres de nombre de cas, ces chiffres dépendent énormément de la capacité de test qu'a le pays. Et donc, ça est très variable en fonction des pays. La mortalité, c'est pareil, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend, par exemple, de la démographie, de l'âge de la population, de la proportion de gens qui ont des maladies sous-jacentes. Ça dépend de la qualité du système de santé. Donc, c'est toujours multifactoriel. Et donc, les chiffres sont des très bons indicateurs, mais il faut évidemment les analyser et bien comprendre, au-delà de ces différences, qu'est-ce qu'il y a de commun, mais aussi bien comprendre comment sont mises en œuvre les mesures pour faire réduire la transmission ou la mortalité. Je voudrais vous demander à vous, il paraît aujourd'hui que le virus aurait circulé depuis septembre 2019 en Italie, en faisant le premier pays occidental à être touché par ce virus. Comment... Alors, on apprend que le professeur Ippolito n'est pas encore en place. On y reviendra. Est-ce que le docteur Emmanuel Angelakis est avec nous? Il me semble que oui. Du coup, je voudrais vous passer vers vous et vous demander, comme ailleurs en Europe, le nombre de personnes atteintes par le Covid-19 augmente en Grèce. C'est encore le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez justement nous dire des derniers chiffres concernant aussi bien les bilans que l'évolution quotidienne de cette pandémie dans votre pays? Oui, bonjour madame. En fait, comme tous les pays d'Europe, la première vague a commencé en Grèce en mars. Heureusement, on était confinés très tôt pendant l'épidémie, avec environ 10 cas par jour. C'est la raison qu'on est sorti avec peu de cas pendant la première vague. Et actuellement, on voit la force de deuxième vague qui a commencé environ fin octobre, avec plus de 3000 cas par jour et 100 morts par jour. C'est important qu'on a été confiné quand il y avait une augmentation d'environ, occupation d'environ 70% des lits en Grèce. Et actuellement, toute la Grèce du Nord est considérée comme rouge, avec une occupation d'environ 100% des lits voilà. Vous m'entendez?
Oui, je vous écoute et merci pour ces premiers chiffres. Je reviendrai vers vous. Alors, il me semble que vous ne m'entendez peut-être pas. Mais je vais revenir vers vous, Sylvie Briand, pour parler justement de ce virus qui met à l'épreuve la santé de nos citoyens, mais aussi finalement les systèmes de santé. On est tous un peu à l'épreuve aujourd'hui face à la pandémie du Covid-19. Oui, tout à fait. Je pense que c'est lié d'une part parce que la plupart des pays européens n'avaient plus tellement l'habitude de grandes épidémies. Il y a d'autres parties du monde où les gens voient des épidémies fréquemment, donc leurs systèmes de santé sont préparés à voir cette augmentation très très rapide du nombre de malades. En plus, les systèmes de santé européens en général sont plutôt habitués à des maladies chroniques qui ne sont pas, pour lesquelles on peut programmer les soins. Qui sont plutôt des maladies de suivi. Et d'ailleurs, on avait fait une orientation vers l'ambulatoire plutôt que de l'hospitalisation. Donc, tous ces facteurs mis ensemble font que, effectivement, quand l'épidémie est arrivée, il y avait une sorte d'impréparation de ces systèmes de santé à faire face à une épidémie. Les pays asiatiques ont mieux réagi d'une certaine façon parce que, justement, ils avaient eu des alertes avant avec le MERS, avec le SARS. Et donc, effectivement, après ces épisodes-là, ils avaient transformer leur système de santé pour être prêts à faire face à des épidémies. En plus, la Covid, c'est une maladie qui, d'une part, donne des cas très, très graves, mais aussi qui ont besoin de soins pendant longtemps. C'est de 2 à 8 semaines. Donc, évidemment, ça occupe les lits pendant pas mal de temps. Donc, pour faire face à ce genre d'épidémie, ce qui est très important, c'est de considérer le système de santé dans son ensemble et de faire en sorte que, par exemple, que les malades puissent être traités en ambulatoire avec des précautions particulières quand ils n'ont pas besoin de soins hospitaliers pour éviter justement de surcharger le système hospitalier qui évidemment a besoin très rapidement d'augmenter ses capacités et c'est pas toujours facile. À ce propos, je me tourne vers le professeur Elias Rahal. Avant de vous demander la situation en Algérie, d'ailleurs, je voudrais vous demander un mot peut-être sur justement ce système de santé mondial qui est mis à l'épreuve et puis la difficulté aussi pour les ressources humaines en fait de suivre puisque nous en sommes aujourd'hui à plusieurs mois face à cette pandémie et tout le monde est au front et c'est une chose aussi à prendre en considération. Merci de me donner la parole. Je suis très heureux d'être avec vous. Et puis, vous savez que ce virus a mis en évidence un peu les insuffisances des systèmes de santé dans le monde entier, qui a balayé les systèmes performants, on voit les systèmes européens. Nous avons eu l'avantage un peu le passage de ce virus au niveau du vieux continent avant qu'il ne soit chez nous et avant que je sois au niveau de la direction générale des services de santé, j'ai été directeur général de l'Institut national de santé publique qui est en fait un observateur, qui a aussi le rôle d'un observateur. Je reviens vers vous dans quelques instants. Et je repars vers le professeur Giuseppe Ippolito qui est maintenant en place. Professeur, je voudrais vous parler justement de la situation en Italie. Les informations que nous avons vues et récemment, nous avons pu lire un peu partout, c'est que ce virus aurait circulé depuis même septembre 2019 en Italie, en faisant le premier pays occidental touché par cette pandémie. Comment se présentent justement les choses aujourd'hui en Italie? Madame Briand, le Covid-19 ne sera pas la dernière situation d'urgence bien évidemment d'urgence sanitaire que connaîtra le monde. Lors d'une réunion organisée en marge de l'AG des Nations Unies en octobre, il a été clairement expliqué que pour atteindre une préparation durable et briser le cycle de ce qu'on appelle le cycle de panique et d'oubli, la meilleure réponse était la coopération entre les États. Je ne sais pas si j'ai entendu Alors, votre question. Je vais vous reposer la question. Parce qu'il y a eu un moment où le son était coupé. Excusez-moi, je vais vous reposer la question. Ce que je disais, en fait, c'est que la pandémie du Covid-19 ne sera certainement pas la dernière urgence sanitaire à laquelle nous faisons tous face aujourd'hui. Et dernièrement, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était en octobre dernier, pendant une réunion, il a été clairement expliqué qu'en fait, il n'y a que la coopération internationale qui pourrait nous aider à nous en sortir tous et à briser ce qu'on appelle le cycle de panique et de l'oubli. Oui, tout à fait. Une pandémie, par définition, c'est une maladie qui touche plusieurs pays.
parce que le virus ne respecte pas les frontières. Et donc, c'est pour ça que la coopération est tellement importante, parce qu'on ne peut pas penser que les mesures mises en œuvre dans un pays vont suffire à stopper la transmission. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, oui, je vous entends. On vous entend très clairement. Je vous en prie. Très bien. Ce que j'entends un écho, en fait. Allez-y. Donc, en fait, c'est vrai que la coopération, c'est très important pendant la crise, parce qu'il faut que les pays puissent se coordonner, même si on comprend que chaque pays doit mettre en place des mesures qui lui sont propres, parce qu'il y a un contexte local qu'il faut absolument prendre en compte. Mais avoir chacun des mesures différentes ne met pas en cause le besoin de coopérer entre pays. Et donc, cette coopération est absolument très importante, d'une part pour partager des ressources. Par exemple, on a vu en début de la crise que certains patients français avaient été hospitalisés en Allemagne, par exemple. Il y a aussi des pays qui se prêtent des masques, qui se prêtent des tests ou qui font des transactions comme ça pour essayer d'aider l'autre quand celui-ci n'a pas assez de moyens. Donc ces coopérations et ces collaborations sont très importantes pour justement stopper la marche du virus. Et c'est important pendant la crise, mais c'est aussi très important entre les crises. Parce que collaborer pendant une crise, c'est pas évident. Il faut des mécanismes de collaboration. Il faut pouvoir avoir les mêmes indicateurs. Par exemple, on a vu dans la pandémie de grippe de 2009 qu'on ne pouvait pas comparer les données entre les pays parce que justement, par exemple, certains pays n'utilisaient pas les mêmes chiffres pour l'hypertension. Donc, ce qui était hypertension dans un pays n'était pas hypertension dans un autre pays. Donc, ce sont des petits détails, mais ça peut mettre en cause la collaboration et l'évaluation du risque en fonction des pays. Donc, c'est pour ça que cette collaboration est très importante pour bien comprendre aussi comment les mesures sont adaptées au contexte. Et ça se prépare avant les crises pour être encore plus efficace. Merci beaucoup. Alors, nous allons enfin avoir une connexion avec l'Italie et c'est Dr Maria Beatrice Stasi qui se joint à nous. Docteur, je voudrais vous demander justement, le gouvernement italien a décidé il y a tout simplement quelques jours d'alléger les restrictions en vigueur pour endiguer le Covid-19, surtout en Lombardie où vous êtes. La région passe donc de zone rouge à zone orange. Comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui la réponse et cette gestion en fait du gouvernement de ce qui se passe en Lombardie et de cette pandémie et des mesures prises jusqu'ici? J'attends une traduction. Vous êtes censé l'avoir tout de suite. Si vous n'avez pas, je vais peut-être improviser un petit peu. Mais je reconnais que mon italien n'est pas encore très fort. Est-ce que vous avez la traduction? Mon français, c'est très mauvais. Moi, je pense que le passage en orange soit un passage très dangereux. Parce que je pense que les personnes ils doivent avoir beaucoup d'attention. Oui. La situation, on va essayer de rétablir le problème de la traduction de Dr Stasi, je reviens vers vous. Est-ce que le professeur Giuseppe Ippolito est avec nous? Est-ce que vous êtes en place? Est-ce que vous m'entendez pour commencer? Oui, je vous entends aussi. Parfait. Alors, je vais du coup vous demander... Je vais parler en anglais ou je peux parler très mauvais en français? Je pense que normalement, il y a une traduction pour vous aussi. Et j'espère que la connexion sera meilleure tout de suite. Je vais quand même vous poser ma question. Il paraît aujourd'hui, en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, que le virus circulait en Italie depuis septembre 2019 et pas seulement en début de cette année. Et bien évidemment, on sait que l'Italie était le premier pays occidental à être touché par le virus. Alors, j'aimerais vous demander quelle est la situation et comment se présente la situation aujourd'hui dans votre pays? In Italy, after the first case detected the Chinese strain. What is the pandemic situation now in Milano
some data, but this is very difficult to understand that the data need to be validated, and I'm not sure that we have so early circulation opening a new scenario in the world. I hope that the scientists will evaluate the data, and competent authority will perform a new evaluation on the existing information. But what is important now, Italy is reacting to this second wave using the best of the experience of the first wave. In the first experience during in March, Italy was the first country affected in February and March, and where no one was prepared. And I believe that the restriction and the lockdown activated was very active, very effective, and now the situation is still reopening. We have a problem. We have a problem in terms of new cases, but also in the new high number of deaths. This is really critical. Now we are dealing with a new problem. Despite in the last 3 weeks the cases reached maybe the plateau, and in the last week number of cases decreased. We have a lot of deaths that are depending by the pressure in the past month. Nous avons clairement un petit problème tout de suite dans la connexion. On va peut-être essayer. Professeur, je ne sais pas si vous m'entendez. Professeur Ippolito, je ne sais pas si vous m'entendez, mais nous avons un petit problème technique à régler avant de revenir vers vous. Un petit problème avec la traduction, éventuellement avec la connexion. Encore une fois, désolé, mais ce sont les aléas du direct et surtout les aléas de nos conférences post-Covid-19. On essaiera de régler tout ça et de revenir vers vous. Je vais reprendre en espérant que la connexion est peut-être meilleure avec le professeur Rahal en Algérie. Si c'est le cas, en tout cas, j'aimerais vous poser la question sur la situation en Algérie aujourd'hui. On l'a vu, le gouvernement algérien a annoncé cette semaine le prolongement du confinement partiel à domicile dans 34 wilayas du pays pour une durée supplémentaire de 15 jours, et ce à partir du 2 décembre. Alors, comment est-ce que la situation est gérée aujourd'hui et comment est-elle en termes aussi de cas positifs en Algérie? En fait, je suis en train de m'entendre. Non, ça va. En fait, il y a un souci de communication d'épidémie aussi importante. Aussi importante dans le sens, nous n'avons pas eu une épidémie pareille depuis le XXe siècle, la grippe espagnole en 1918. La situation actuelle, moi je vous dis, à l'heure actuelle, c'est une situation qui est maîtrisée. Jusqu'à l'heure actuelle, nous maîtrisons la situation. Mais ce qu'il faut dire que le mode d'action de notre riposte est d'essayer de faire sortir l'épidémie des structures hospitalières. Donc l'action doit se faire en amont. Parmi les actions qui se font en amont, il y a ce modèle de confinement qu'on a adopté, au fait, je vous rappelle, depuis mars. Et nous travaillons sur des heures pour qu'il y ait quand même une vie sociale et économique, parce que nous sommes pratiquement au 9e mois maintenant de cette situation. Il y a une deuxième problématique, et je pense que c'est une problématique qui concerne le monde entier, et à quel point nous allons mettre à la disposition du Covid des lits qui, au fait, sont destinés aux autres pathologies. Je cite par exemple la pathologie cancéreuse, l'enfant, les urgences médico-chirurgicales. Voilà, donc la situation à l'heure actuelle, je pense que il y a quand même, j'ai l'impression que depuis quelques jours, nous sommes sur un plateau, et j'espère que la courbe va se fléchir à partir de demain ou après-demain. Voilà, donc je pense avoir répondu oui, à votre question.
Absolument. Merci beaucoup, professeur. Et on va retenter avec Dr Maria Béatrice Stasi. Il me semble que notre petit problème de traduction a été réglé. Je reviens donc vers vous, docteur, pour vous demander la situation en Lombardie. Comme je le disais tout à l'heure, les mesures de restriction ont été un peu allégées. On est passé de zone rouge à zone orange. Comment se passent les choses chez vous et comment est-ce que vous jugez aussi aujourd'hui ce qui a été fait et la gestion de cette pandémie jusqu'ici en Lombardie? Io credo che il passaggio alla zona arancione sia un passaggio che le persone devono fare in modo molto cauto. Nelle strutture ospedaliere della Lombardia siamo preoccupati perché a Bergamo in particolare abbiamo vissuto una prima fase dove siamo stati i primi nel mondo occidentale ad essere aggrediti dal virus in una maniera assolutamente violenta, con 2200 pazienti gravi bisognosi di ossigeno ricoverati in 4-5 settimane e la necessità di allestire un ospedale speciale anche in un posto diverso dall'ospedale alla fiera di Bergamo. Quindi abbiamo vissuto veramente la pandemia in uno stato d'emergenza. Nous avons dû aussi véritablement mettre en place des structures supplémentaires hors des hôpitaux. Et aujourd'hui, en Lombardie, nous avons moins de cas positifs. Durant la première vague, la vague a été très brutale, Bergame notamment, et moi ce que je dis c'est que nous soutenons les efforts d'autres structures, puisque 70% des patients atteints du Covid viennent de Lombardie. Et là, en ce moment, on attend le vaccin et on remet en cause nos capacités de distanciation sociale. Ces règles doivent être respectées. Pour moi, la façon dont la Lombardie a géré la crise doit être remise en contexte par rapport aux chiffres du reste de la région. Et aujourd'hui, si l'on regarde les chiffres de Lombardie, puisque, comme vous le savez, durant la première vague, eh bien, le nombre de cas positifs était 5 fois supérieur aux chiffres d'autres régions, alors qu'à l'époque, on ne faisait pas des tests de manière systématique. Voilà pourquoi je pense que les résultats, nos résultats, la façon dont on a géré la crise doit être remise en contexte par rapport à la situation, puisque au niveau humain, nous n'aurions jamais cru devoir faire face à une épidémie si grave. Et aujourd'hui, dans le milieu hospitalier, nous sommes très inquiets parce que la seconde vague du Covid est en train de ralentir, mais nous sommes inquiets car nous attendons à la troisième vague. Nous avons peur que cette troisième vague arrive avant que l'on trouve le vaccin. Alors, justement, docteur Stasi, j'aimerais vous demander par rapport à exactement à ce que vous venez de dire, c'est les structures hospitalières. Est-ce qu'en regardant un peu en arrière, en tout cas en évaluant un peu la situation actuelle, on ne se dit pas qu'on aurait peut-être pu mieux faire en termes de coopération, surtout au niveau hospitalier? Ma questo credo che sia un tema assolutamente importante. C'est un thème primordial. Et d'ailleurs, il y a un débat en Italie sur la nécessité d'avoir ce qu'on appelle une médecine territoriale. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, il y a tout d'abord la chaîne de la prévention, c'est-à-dire la capacité de tracer les malades et d'isoler le virus. Et cette capacité est liée au nombre des cas. Si le nombre de cas dépasse un certain seuil, il va devenir très difficile de faire du traçage. Voilà pourquoi, selon moi, les mesures de distanciation sociale sont cruciales pour lutter contre la pandémie. Et ensuite, il faut agir également au niveau des soins primaires qui sont dispensés actuellement par des indépendants. Et donc ces indépendants vont signer un contrat national. Et c'est une situation très
difficile parce que ici ce sont des indépendants qui dispensent les soins et non pas des salariés. Donc ils pourraient se superposer, disons, aux hôpitaux. Et donc en Lombardie, ici, on a tout fait pour avoir des mesures de protection nécessaires et les hôpitaux sont bien équipés, mais ici, on a une opposition entre les salariés et des indépendants. Et cela a créé plusieurs problèmes au niveau des interventions des médecins, les médecins de famille ou les médecins qui sont dans des centres d'accueil pour les personnes âgées. Il fallait donc intercepter les patients avant qu'ils arrivent aux urgences, c'est-à-dire essayer de les diagnostiquer, de les traiter chez eux. Et ça, c'est un point très important, c'est un thème très important. Mais il y a eu 2200 patients graves durant la première vague de l'épidémie que nous avons dû donc renvoyer chez eux et il a fallu effectuer un suivi pour comprendre les conséquences du Covid. Donc il nous a fallu également comprendre ce qui se passe une fois que les patients quittent l'hôpital. Et donc la médecine de territoire, comme je l'appelle, doit changer en commençant par sa gouvernance, par sa direction en Italie. Et selon moi, c'est un débat qu'il nous faut encore avoir et qui n'est pas terminé. Merci beaucoup. Je reviens vers le professeur Giuseppe Ippolito en espérant cette fois-ci que notre connexion sera meilleure. Et j'aimerais déjà peut-être tout d'abord savoir si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Parfait. Je pense que vous m'entendez et qu'on aura la traduction juste derrière. Je voudrais justement vous demander dans cette deuxième partie... Io la sento bene, sto passando su Zoom. Se volete, ma la posso fare in... Parfait. Eh ben, c'est l'essentiel. Oui. C'est l'essentiel. J'aimerais vous demander justement comment est-ce qu'on peut regarder l'avenir dans le contexte actuel? Est-ce qu'on peut rester quand même positif? Est-ce que la vaccination peut apporter un réel espoir aujourd'hui? Il vaccino non è a oggi. Noi facciamo il conto che il vaccino abbia una valenza soprattutto politica, ma noi avremo in diversi paesi una quota che non permetterà di coprire l'intera popolazione e non riuscendo a coprire l'intera popolazione questo sarà difficile da gestire. Se noi non facciamo questo e non capiamo che in una situazione dovremo mantenere almeno per tutto l'anno a venire le misure che abbiamo ora e non illuderci che finiamo così a breve, perché i vaccini dovranno funzionare, dovranno intanto poter essere somministrati a un grande strato di popolazione. La seconda, dovranno funzionare sul campo, al di fuori di studi randomizzati controllati. Sicuramente un vaccino che funzionasse su larga scala, anche il sopra il 60%, darebbe risultati migliori di quelli dell'influenza. Questi vaccini funzionano al breve al 100%, ma questo deve diventare una parte della risposta dei paesi. Et cela, le vaccin, ce n'est qu'une partie de la réponse des pays. Merci beaucoup, merci professeur. Je voudrais parler désormais d'une grande problématique qui est liée à ce florilège en fait d'intox qui pollue un peu partout. Aujourd'hui, on l'a vu au début de la pandémie, on l'a vu autour de la problématique des masques, on l'a vu sur les dépistages et puis aujourd'hui, ça revient justement en parlant des vaccins. Alors, je vais demander en régie qu'on me confirme que le docteur Emmanuel Angelakis m'entend, mais en attendant, j'irai vers vous, Sylvie Briand. Comme je viens de le dire, hein, c'est un grand risque. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas justement ce risque de voir des attitudes de défiance vis-à-vis des politiques publiques qui deviennent un réel danger de santé publique? Nous, on appelle ce phénomène l'infodémie. Absolument. Et parce que c'est un tsunami d'informations qui sont pertinentes ou non, mais qui en fait pour les gens de prendre des décisions par rapport à leur santé. Parce qu'il y a trop d'informations, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus qui croire.
et tout ça donc est un peu chaotique. Le problème dans ces situations-là, il est double. D'une part, en ce moment, parce que les gens sont aussi très connectés sur les réseaux sociaux, puisque pendant le confinement, les gens avaient beaucoup plus accès à ce type d'informations, évidemment. Donc on a vu une augmentation justement de ces infox et de ces fake news, parce que les gens les redistribuaient, donc ça circule encore plus vite et encore plus loin. Et l'autre problème aussi, c'est que certaines de ces informations, justement, ont des contenus très, je dirais, polarisés ou très peu nuancés, on va dire. Et donc, ça aussi entraîne certains clivages dans la société et ça fait des camps, en fait, les pour, contre, etc. Donc, ça, c'est un peu dommage. Dans une épidémie, ce qu'on a besoin, c'est justement de faire front tous ensemble et que la population soit très engagée dans la lutte contre l'épidémie, puisque l'épidémie se transmet de personne à personne, donc chacun a un rôle à jouer pour stopper la transmission et pour réduire l'impact de l'épidémie. Donc, on a aussi un rôle à jouer dans l'infodémie. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour essayer de réduire justement la circulation de ces informations qui peuvent être délétères pour la santé et délétères aussi pour notre cohésion sociale ou notre façon de vivre ensemble. En ce qui concerne les vaccins, évidemment, on comprend tout à fait que les gens aient peur de la maladie, mais aussi peur du vaccin, puisque bon, c'est un nouveau vaccin. Mais je crois que là, il y a vraiment un gros effort d'information à faire pour expliquer comment se font les vaccins et aussi quels sont les bénéfices qu'on peut tirer des vaccins avant de voir seulement les risques qui sont liés au vaccin. Donc je pense qu'on a tous aussi un effort à faire pour rentrer dans ce dialogue et discuter vraiment des problèmes directement en évitant effectivement de juste partager des informations qui ne sont pas toujours très pertinentes, en particulier pour cette phase de la pandémie. Absolument. Je pense d'ailleurs que c'est un peu de la responsabilité de tout le monde quand on parle aussi bien du discours politique que des médias, bien évidemment, et de toute la population. Docteur Emmanuel Angelakis, puisqu'on me confirme que je suis connectée avec vous, alors je vais revenir vers vous. La gestion de cette pandémie du Covid-19 donc, a mis en opposition, par moment, justement, puisqu'on parle de cette infodémie, a mis en opposition, en fait, 3 axes très importants dans la prise de décision, mais aussi finalement dans cette lutte de manière générale. Il y a le point de vue scientifique d'un côté, et il y a le point de vue politique avec les annonces gouvernementales de l'autre, et puis ensuite il y a les réactions politiques à tout ça. Ces réactions aussi bien par rapport au discours politique que finalement aussi au discours scientifique, même sur des choses aussi scientifiques que la vaccination, comme on vient de le voir. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a été confinés très tôt pendant la première vague. Ce confinement a été très efficace car on a sorti de la première vague avec environ 3000 cas diagnostiqués et 150 décès au total. Actuellement, en Grèce, on est au deuxième confinement avec environ 3000 cas par jour et 100 décès par jour. Vous voyez que dans une journée, on a les mêmes cas et décès que pendant toute la première vague. Pour moi, on a perdu le jeu contre la pandémie jusqu'au septembre. Parce que, premièrement, le scientifique national de Covid grec n'a pas prévenu la deuxième vague et aussi la force de la deuxième vague. Elle a considéré que l'utilisation juste de la masque et si on gardait les distances sociales, ça suffisait. Et grâce à ce conseil, le gouvernement grec a considéré qu'on a gagné la guerre. Donc, du coup, le peuple a donné l'idée au peuple que voilà, on a fini avec la guerre. Heureusement, le gouvernement a augmenté 100% les lits de l'AREA. Actuellement, on est à environ 1200 lits de l'AREA en Grèce. En mars, on a eu environ 500 lits. Et un autre problème qu'on a perdu la guerre, c'est que le gouvernement a ouvert toutes les frontières
le tourisme, le voyage, le bar sans des règles strictes. Et il n'y avait pas des exigences de tests aux frontières grecques. Et enfin, une grosse partie du peuple grec croit qu'il n'y a pas de virus, il ne porte pas de masque. En effet, il y a des études qui montrent que les 46% des Grecs ont répondu qu'ils ne croient pas au virus ou ils ne croient pas aux médias. Et on a la deuxième place mondiale, après la Nigerie, sur les gens qui ne croient pas au virus. Alors, on a parlé tout à l'heure des vaccins, et merci beaucoup, merci docteur Angelakis. En parlant des vaccins, je voudrais repartir de l'autre côté de la Méditerranée, justement vers vous, professeur Lias Rahal, pour parler de l'Algérie, du cas de l'Algérie plus précisément. Alors, il y a des informations qui circulent, et c'est pour ça que je voudrais recadrer les choses avec vous. On a vu, on parle de janvier 2021, comme quoi ça serait un mois déterminant pour l'Algérie, pour les Algériens concernant le virus. Quelle est l'information réelle et officielle que vous pouvez nous donner aujourd'hui concernant les campagnes de vaccination et l'arrivée du vaccin en Algérie et la vaccination de la population? Laissez-moi, madame, revenir sur la défiance des populations quant au vaccin. Vous savez que depuis une dizaine d'années, ce que nous voyons autour de nous et dans le monde entier, qu'il y a une bonne partie de la population qui refuse de se faire vacciner. Alors que nous savons qu'il y a pas mal de pathologies qui sont contrôlables par le vaccin. Citer des dates serait une utopie de ma part. En fait, vous voyez qu'il y a une dizaine de vaccins actuellement à travers le monde qui sont en phase 3. Donc, phase 3, il y a un ou deux en pré-qualification. Donc, parler de dates actuellement alors que rien n'est achevé serait une utopie. Donc moi, ce que je pourrais vous dire, que notre pays, à travers le Conseil scientifique, travaille sur la stratégie vaccinale et l'acquisition de vaccins depuis le mois d'août. Vous savez que cette notion de vaccin obéit à certains paramètres, d'abord son efficacité, d'abord aussi la validation par des instances internationales sanitaires, je cite à titre d'exemple l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence européenne et la FDA. Vous avez aussi des soucis, des soucis de conservation. Ce que nous remarquons aussi actuellement dans les phases 3 de ces vaccins, nous avons de nouveaux vaccins, de nouveaux types de vaccins. Je ne vais pas développer sur le plan scientifique, mais nous avons l'apparition d'un nouveau vaccin qui est ARN messager. Donc tous ces facteurs sont en train, bien sûr, à l'étude au sein du conseil scientifique à lequel j'appartiens. Donc nous travaillons, j'avais expliqué tout à l'heure, depuis le mois d'août, et pour les dates, sincèrement, nous ne savons rien, parce qu'en fait, rien n'est acquis jusqu'à l'heure actuelle. Donc nous travaillons, et puis après, nous avons un porte-parole et un président du conseil scientifique, en l'occurrence Monsieur le ministre de la Santé, qui pourrait bien sûr faire des déclarations à la finalisation. Donc voilà, je pense avoir répondu à cette question. Oui, absolument. Merci beaucoup, professeur. Docteur Maria-Béatrice Stasi, je reviens vers vous. On sait qu'aujourd'hui, on n'est pas encore sorti d'affaire. On le voit, il y a beaucoup d'espoir dans la vaccination, mais pareil, on n'a pas encore commencé les campagnes de vaccination. Mais est-ce qu'il y a tout de même des leçons à tirer à ce stade de cette pandémie, de la gestion de cette pandémie dans le monde après presque 10 mois, 11 mois quasiment de s'en arriver et en tout cas des premières informations que nous avons eues en Chine. Est-ce qu'on peut déjà commencer à tirer quelques conclusions, puisque si toutefois on ne sort pas de cette pandémie, il va bien falloir qu'on vive avec et puis peut-être qu'on fasse les choses autrement à partir de 2021. Eh bien, je crois qu'il faut faire face au virus, sans aucun doute, mais il faut aussi bien lutter contre les soi-disant fake news. Ce que nous savons en Italie et dans d'autres pays correspond à l'opinion publique sur l'efficacité des vaccins. Et ça, c'est un risque parce que l'Italie, il y a un mouvement No-Vax, donc contre le vaccin, qui travaille toujours, disons.
Et donc, il s'agit d'une réflexion publique, de santé publique, qu'il faudrait avoir sur l'obligatoriété des vaccins. On a déjà fait contre la tuberculose et d'autres maladies, donc il faut mieux réfléchir sur cela. Sans aucun doute, il faut lutter contre ceux qui disent que le virus n'existait pas. Peut-être c'est quelque chose de pas grave. Ce sont des risques concrets. Donc la leçon que nous avons tirée est d'être très rapide. Il faut être 1 heure après devant le virus. Dans le contexte des hôpitaux, dans le contexte des non-réponses, il faut être très rapide dans la vaccination aussi, parce que sinon il faudra cohabiter avec ce virus très longtemps. Et donc la leçon est d'être prêt, je dirais, parce que l'urgence pourrait durer pendant 1 mois, quelques semaines. Maintenant, ça fait 10 mois, 11 mois, et donc le système italien et le système européen ne peuvent pas durer longtemps avec cet effort. Donc, c'est un véritable défi. Donc, si nous voulons revenir à la normalité, disons, avec toutes les pathologies que nous avons aujourd'hui dans nos hôpitaux, il faut être très rapide avec la vaccination. Il faut éliminer la vague négationniste, disons, des Novax, qui est en train de faire quelque chose de terrible vis-à-vis de nos citoyens, en particulier les plus démunis. Et donc, si l'on sera capable, probablement 2021 sera une bonne année pour voir la lumière à la fin du tunnel. Nous espérons tous, bien évidemment, cela. Je voudrais donner le mot de la fin à Mme Sylvie Briand, justement. Quel message voudriez-vous transmettre aujourd'hui aux gens qui nous suivent? Et est-ce qu'on peut, effectivement, en tout cas, s'accrocher peut-être à un espoir, tout en restant quand même très responsable, puisque la pandémie n'est absolument pas derrière nous encore? Non, je pense que le virus va continuer à circuler encore un peu, mais je crois que on peut réduire la transmission, et on l'a montré que c'est tout à fait possible quand chacun fait un effort pour cela. Je pense que dans l'avenir, ce qu'il va falloir arriver à trouver, c'est le bon équilibre entre des mesures qui protègent la santé, mais qui malheureusement ont un impact assez délétère sur le reste de la vie, c'est-à-dire l'économie et les rapports sociaux. Donc c'est un peu arriver à pouvoir calibrer au mieux la réponse, la riposte, pour qu'on protège au maximum la santé sans pour autant impacter trop le reste de nos activités et notre vie sociale. Et puis évidemment, quand on aura des traitements en particulier ou des vaccins, là je pense que ça sera une autre histoire et on pourra effectivement revoir un petit peu la façon dont on se protège de ce virus. Merci beaucoup Sylvie Briand, directrice de la préparation aux maladies émergentes à l'Organisation mondiale de la santé. Merci d'avoir été avec nous depuis la Suisse. Merci au docteur Giuseppe Ippolito, professeur Ippolito, qui est professeur à l'Institut national Lazzaro Spallanzani pour les maladies infectieuses, qui était aussi avec nous depuis l'Italie. Docteur Maria Beatrice Stasi, la directrice générale de l'hôpital Papa Giovanni XXIII de Bergame en Italie. Docteur Emmanuel Angelakis, qui était avec nous depuis la Grèce et qui est membre du conseil scientifique de l'Institut Pasteur hellénique. Et puis enfin, merci au professeur Elias Rahal, qui est le directeur général des services de santé au ministère de la Santé et de la Population en Algérie. Merci à vous tous, chers invités, et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez surtout en place. On revient dans quelques instants, puisque nous parlions de vaccins. Eh bien, nous allons reparler donc de cette interview avec notre grand témoin Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, et de tout ce qu'on a